Et je souhaitais apporter quelque chose de nouveau et de complémentaire. Et donc, je suis parti sur une enquête de plus de 200 professionnels du domaine de l'entreprise, avec des managers, des chefs d'équipe, des responsables de ressources humaines, des chefs d'entreprise, des professionnels de la santé, avec des médecins généralistes, des médecins psychiatres, des médecins du travail, mais aussi quelques médecins de la sécurité sociale, et puis des psychologues du travail, des psychanalystes, des psychologues cliniciens, des personnels qui travaillent dans le domaine du droit, avec des avocats spécialisés en droit du travail et droit de la sécurité sociale. Et puis, j'ai eu aussi des entretiens avec des juges prud'homaux, mais aussi des inspecteurs du travail et dans le domaine juridique, et puis des professionnels du social avec des assistantes sociales. Et donc, ces entretiens ont duré 1 heure ou un peu plus d'1 heure. C'était des entretiens libres. Le but n'était pas qu'ils répondent à mes questions, mais plutôt de savoir ce qu'eux pensaient de la question du burn-out et donc d'enrichir la réflexion du croisement de toutes ces expériences et de tous ces avis. Tu peux mettre la diapositive suivante, s'il te plaît. Et puis, j'ai également mené une enquête auprès d'une centaine de travailleurs en arrêt de travail pour épuisement professionnel. La moyenne était de 12 mois d'arrêt de travail et ça allait de 3-4 mois jusqu'à plus de 2 ans d'arrêt de travail. Et puis, j'ai fait une autre partie d'enquête avec le télétravail et les dangers pour la santé. Au premier confinement, après 9 semaines de télétravail en moyenne, et puis, j'ai refait une deuxième enquête 1 an après, c'est-à-dire au printemps 2021. Et donc, les personnes avaient en général 1 an ou un peu plus de télétravail à leur actif pour évaluer les risques du télétravail sur la santé psychique, mentale des travailleurs, et puis un peu la santé physique, notamment avec les troubles musculo-squelettiques. Tu veux bien avancer sur la suivante? Alors, question de définition, en fait, on pourrait faire deux définitions du burn-out, une définition médicale qui reprendrait par exemple la définition proposée par la Haute Autorité de la Santé qui dit que c'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Alors, épuisement physique, oui, les personnes, effectivement, à un moment donné, quand elles sont en burn-out, eh bien, elles n'ont plus d'énergie du tout. Il y a souvent des troubles non spécifiques, des troubles du sommeil, des troubles musculo-squelettiques qui sont présents également. Il peut y avoir d'autres troubles. Épuisement émotionnel, effectivement, les émotions sont à fleur de peau. Et puis, épuisement mental, la capacité de travailler, d'attention, de concentration, de réflexion, de mémorisation est épuisée. Sur cette définition médicale, il y a des manifestations cliniques quand on est en burn-out qui sont de 5 ordres. Alors, ils ne sont pas classés par ordre d'importance, mais il faut bien les présenter dans un ordre. Donc, il y a des manifestations émotionnelles avec de l'anxiété, des tensions musculaires diffuses, une tristesse de l'humeur, un manque d'entrain. Il peut y avoir des manifestations cognitives, et là, elles sont à chaque fois présentes, troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration et des fonctions exécutives, troubles, manifestations sur le plan comportemental ou interpersonnel, avec un repli sur soi, souvent un isolement qui peut se faire sur le lieu professionnel ou dans la vie personnelle, parfois une irritabilité, des propos ou comportements qui peuvent être violents, une diminution de l'empathie, une sorte de mise à distance relationnelle et émotionnelle, des manifestations sur le plan motivationnel ou liées à l'attitude face au travail avec le désengagement progressif, la baisse de la motivation du moral, un effritement des valeurs associées au travail, des doutes sur ses propres compétences, et puis les troubles physiques non spécifiques, l'asthénie, les troubles du sommeil, les troubles musculo-squelettiques, les crampes, les maux de tête, vertiges, une anorexie. Alors l'anorexie, non pas l'anorexie mentale que l'on voit régulièrement, mais une anorexie, c'est le fait de supprimer des repas, de ne pas manger parce qu'on a trop de temps, trop de travail et on n'a pas assez de temps pour manger, et puis des troubles digestifs. Et puis, il y aurait une définition juridique qu'on pourrait résumer en disant que le burn-out, en fait, c'est l'échec de la prévention des risques psychosociaux. Et cet échec de la prévention des risques
elle s'appuie sur différents articles. Il y a l'article du Code du travail, le L4121, qui dit que l'employeur a l'obligation d'assurer la santé et la sécurité physique et mentale des travailleurs. Et donc, le burn-out est l'échec de cette obligation-là. Mais l'article 4122 dit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa propre santé et de sa propre sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions de travail. Et puis, il y a l'article R 4121 qui demande à ce qu'il y ait un document unique d'évaluation des risques pour mesurer les risques, dont les risques psychosociaux au travail. Et donc, le burn-out est un échec de ça. Si tu veux bien aller à la diapositive suivante, s'il te plaît. Il y a également une loi de 2015 sur la relance du dialogue social et donc des décrets d'application qui sont mis à disposition des salariés pour pouvoir faire reconnaître les pathologies psychologiques liées au travail et qui ne sont pas dans le tableau des maladies professionnelles. Et puis, le ministère du Travail, lui, indique que tout symptôme médicalement constaté lié au surmenage d'origine professionnelle, notamment en cas de pression excessive sur les délais de réalisation des objectifs ou sur du harcèlement dont le salarié peut être victime dans le cadre de ses relations professionnelles, eh bien tout ça, ça entre dans ce qui peut être connu comme maladie. Alors, la difficulté, c'est que le burn-out n'a pas d'existence dans le tableau des maladies professionnelles. Il y a tout un nombre de maladies professionnelles et le burn-out n'est pas dedans, mais on peut obtenir une reconnaissance en maladie professionnelle en passant par un dossier présenté en commission à la C2RMP, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et la sous-condition, on le verra après, on peut. Alors, le burn-out, au-delà de ces deux définitions, qui sont une définition médicale d'une part et une définition qu'on pourrait dire juridique par l'échec de l'obligation de prévention de santé et sécurité, le terme de burn-out, lui, subit une dilution et une extension de son sens. La dilution fait que ça amène une confusion entre la fatigue professionnelle que tout le monde peut ressentir à des moments de leur activité et qui dure un peu et qui peut être élevé, et puis l'épuisement qui est avéré. Alors, vas-y, sur la diapositive suivante. On a donc l'exemple de la revue Challenge qui publiait un article, ça c'était au mois d'octobre, en disant qu'il y avait 2 550 000 salariés qui seraient en burn-out. Et donc, c'est une enquête qui a été menée par un cabinet parisien. Et en fait, il n'y a pas 2 550 000 salariés en burn-out, c'est faux. Évidemment, 2 550 000, c'est un salarié sur 10. Il n'y a pas un salarié sur 10 en arrêt de travail depuis 6 mois ou un an. Ça n'est pas vrai. Alors ça, c'est la question de la dilution du sens. Si tu veux bien revenir en arrière, voilà. Parce qu'en fait, cette dilution fait que les questionnaires qui sont faits par les enquêtes et qui donnent lieu ensuite à des articles sont des questionnaires qui ne sont pas faits auprès de salariés en burn-out, c'est-à-dire de salariés qui seraient Sébastien, excuse-moi, j'ai fait une fausse manip, je t'ai coupé le son. Voilà, j'ai remis. Et donc, ces enquêtes ne sont pas faites auprès de salariés qui sont en burn-out, c'est-à-dire en arrêt de travail depuis des mois. Elles sont faites auprès de personnes qui sont encore en activité, donc qui travaillent. Donc, si elles travaillent, c'est qu'elles ne sont pas en burn-out. Elles peuvent être à un niveau de fatigue avancé, élevé, avec un niveau critique de risque de burn-out peut-être très sévère, mais elles ne sont pas en burn-out. Quand on est en burn-out, on ne travaille plus, on est épuisé. Et donc, cette dilution du sens fait que ces enquêtes se font par des questionnaires qui mesurent le niveau de fatigue auprès de salariés en activité. Et donc, il y a peut-être 2 550 000. Alors, l'enquête a été faite en général sur 1 000 ou 2 000 travailleurs. Il faut voir les biais de recrutement, de sélection qu'il y a dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur des travailleurs du secteur tertiaire qui travaillent dans les assurances, dans les banques, etc. Ou au contraire, par exemple, dans le BTP ou dans la restauration, on n'a pas le détail de ça. En tout cas, c'est une enquête faite auprès de gens qui travaillent, donc qui ne sont pas en burn-out, et qui présentent un risque peut-être élevé de burn-out, bien entendu, mais qui ne le seront pas encore en burn-out, et on espère qu'ils ne le seront pas. Vas-y, tu peux aller à la suivante. Et puis, à côté de cette dilution du sens, on a une extension du sens. Aujourd'hui, on parle de burn-out parental, on parle de burn-out du colibri, et hier j'ai découvert qu'on parlait du burn-out amoureux.
Voilà. Donc, nouveauté, l'amour peut mener au burn-out, je ne savais pas. Donc, il y a cette, comme ça, extension du sens où le burn-out est utilisé à toutes les sauces, dans plein de contextes différents qui n'ont plus grand-chose à voir avec ce qu'est réellement le burn-out, et donc qui viennent donner un discrédit auprès des personnes qui, elles, sont vraiment en burn-out. Puisqu'on dit, oui, enfin, un tel ou une telle est en burn-out, mais enfin, tout le monde est en burn-out aujourd'hui. Non, tout le monde ne l'est pas. Et être en burn-out, c'est passer des mois dans un état d'épuisement qui fait qu'on va du canapé au lit et du lit au canapé et qu'on n'arrive à rien faire. Donc le burn-out amoureux n'entre pas dans ce cas-là, évidemment. Voilà. Alors, paradoxe du burn-out, cette enquête que j'ai menée donc pendant à peu près un an auprès de plusieurs centaines de personnels, donc je vous disais plus de 200 professionnels qui prennent en charge, qui accompagnent des personnes en burn-out, et puis une centaine de personnes en burn-out, et puis des télétravailleurs. Et en fait, ces entretiens ont amené une réflexion qui dégage des paradoxes. Et dans ces paradoxes, eh bien, il y a un paradoxe qu'on pourrait dire juridique, qui est que le temps de travail ne préserve pas du burn-out. Et en fait, la société a évolué avec le Code du travail vers un temps de travail de plus en plus réduit. Si on va sur le site de l'INSEE et qu'on regarde l'évolution du temps de travail, on s'aperçoit qu'en 70 ans, le temps moyen, c'est-à-dire ce n'est pas par profession, mais toutes professions confondues, le temps moyen de travail, lui, a baissé d'environ 350 heures par an. Or, 350 heures par an, c'est l'équivalent de 10 semaines de congés payés aux 35 heures. Donc, en 70 ans, en moyenne, le temps de travail a baissé de 350 heures par an et au contraire, on a vu le nombre de burn-out augmenter. C'est-à-dire que si vous discutez avec quelqu'un qui a 80 ans ou 90 ans et vous lui demandez comment c'était le travail à son époque, bien, il vous dira qu'il travaillait du lundi au samedi et il ne travaillait pas 7 heures par jour. Il n'avait pas de RTT, il n'avait pas tout ça. Et donc, le temps de travail était beaucoup plus long. On travaillait sur la journée beaucoup plus d'heures et on travaillait plus de jours sur la semaine. Et malgré ça, il y avait moins de burn-out. Les gens n'étaient pas en épuisement comme ça. Et en fait, cette réduction du temps de travail, et on a vu le passage par exemple aux 35 heures au début des années 2000, elle aurait dû amener une meilleure qualité de vie au travail. Et on voit que, par exemple, une entreprise de 9 salariés, en passant aux 35 heures, perdait l'équivalent d'un temps plein. Et donc, il aurait fallu embaucher un salarié en plus. Mais l'entreprise, en passant aux 35 heures, s'est pas mise à faire plus de chiffre d'affaires pour autant. C'est-à-dire que les capacités de l'entreprise à embaucher un salarié parce qu'on perd un équivalent temps plein n'étaient pas là pour pouvoir suppléer à ça. Et ce qui fait que c'est la charge de travail qui a augmenté. Et donc, on a eu un mouvement opposé avec un temps de travail qui diminue et une charge de travail qui augmente. Et c'est ce mouvement paradoxal de diminution du temps de travail et d'augmentation de la charge mentale qui fait que finalement, bien qu'on mette en avant des lois sur le temps de travail qui permettent d'avoir beaucoup plus de temps libre, avec une activité de loisir plus importante, eh bien, on voit au contraire l'augmentation du nombre de burn-out parce que la charge de travail augmente, la pression augmente, le stress augmente, les moyens de communication augmentent et ce temps de travail est de plus en plus sollicitant d'un point de vue mental, psychique, cognitif. Donc ça, c'est le premier paradoxe qu'on peut dégager. Le deuxième paradoxe serait un paradoxe médical, c'est-à-dire que le burn-out, qui lui est reconnu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, il est reconnu par l'OMS, mais il n'entre pas dans le tableau des maladies professionnelles. Et donc, il y a une difficulté de reconnaissance de ce côté-là. Alors, on peut obtenir une reconnaissance si on passe à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec une instruction d'un dossier qui nécessite, entre autres, un examen médical. Alors, le premier paradoxe dans cette démarche-là, c'est que pour pouvoir instruire ce dossier, eh bien, il y a une consultation avec un médecin de la sécurité sociale. Et ce médecin, il va évaluer votre capacité, votre incapacité temporaire de travail. Il faut que ça soit au minimum à 25%.
Alors, quand on est en burn-out, au début d'un burn-out, engager des démarches juridiques ou médicales comme ça paraît totalement impossible du fait de la situation d'épuisement dans laquelle on est. Et face à cette situation-là, eh bien, le salarié en burn-out ne va pas instruire le dossier tout de suite. Il va commencer à l'instruire quand il ira mieux. Or, quand il va mieux, le médecin qui fait l'entretien constate que le salarié n'est plus dans un état d'épuisement majeur et qu'il va plutôt mieux, voire plutôt bien. Et c'est ce qu'on lui souhaite, évidemment. On souhaite qu'il sorte de cette situation d'épuisement et qu'il aille mieux. Or, quand il va mieux et qu'il instruit le dossier, eh bien, il est dans une situation où le médecin ne peut plus constater un taux d'incapacité de travail de 25%. Et donc, le taux qu'il va observer au moment de la consultation, c'est-à-dire plusieurs mois après le début du burn-out, est un taux qui ne permettra pas de présenter le dossier à la commission. Et donc, le paradoxe est que on peut reconnaître le burn-out si on passe par ce comité, mais la personne n'est pas en situation de pouvoir activer les leviers pour le faire. Et quand elle est en situation de pouvoir le faire, c'est-à-dire quand elle va mieux, eh bien, le fait d'aller mieux fait qu'on ne peut plus reconnaître le fait qu'elle allait mal. Et comme c'est pas rétroactif, on ne peut pas dire il y a 6 mois, vous alliez très mal, puisque le médecin ne le constate pas 6 mois avant, mais au jour de la consultation, eh bien, l'instruction ne se fait pas. Ça, c'est le premier élément. À côté de ça, on reste encore dessus parce qu'on a encore des éléments. Merci, Jean-Pierre. À côté de ça, on a quand même la CPM qui nous dit que le nombre de dossiers instruits et de reconnaissance comme ça augmente de 6% par an. Donc, il y a quand même une prise en compte de ces situations avec une reconnaissance de plus en plus grande, mais qui passe par le comité, qui n'est pas directement reconnu en maladie professionnelle. Deuxième paradoxe, c'est la prise en charge médicale. Quiconque connaît quelqu'un en burn-out sait que la prise en charge médicale passe par un arrêt, c'est-à-dire du repos. Et ça, c'est normal. Et la plupart du temps, le deuxième élément qui est mis en action, c'est un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs. Or, le burn-out n'est pas une dépression psychologique, c'est un épuisement psychique, cognitif. Donc, ce n'est pas du tout la même chose dans le cerveau, ce n'est pas les mêmes neurotransmetteurs qui sont impliqués. Et puis, antidépresseurs accompagnés d'un anxiolytique. Alors, la Haute Autorité de la Santé, sur cette question, a publié un rapport qui stipule clairement que la prise en charge du burn-out par un seul antidépresseur est une prise en charge borgne, qui ne marche pas bien. Elle précise également que la dépression de l'humeur et l'épuisement cognitif lié à une surcharge professionnelle sont deux choses distinctes. Même si les deux peuvent cohabiter parfois, eh bien, ce sont deux choses distinctes. Et le fait d'être en burn-out n'implique pas du tout, obligatoirement, le fait d'être en dépression psychologique de l'humeur. Et donc, le paradoxe, c'est que les outils que les médecins ont pour prendre en charge le burn-out, souvent, est quelque chose qui correspond à une dépression de l'humeur psychologique, alors que le burn-out n'est pas une dépression de l'humeur psychologique, mais est un épuisement cognitif. Et dans le cerveau, l'humeur est plutôt régulée par la sérotonine, et l'antidépresseur agit sur la sérotonine, alors que les capacités d'attention, de concentration, de mémorisation, etc., sont plutôt activées par un autre neurotransmetteur qui est la dopamine et la noradrénaline. Voilà. Alors, certains antidépresseurs activent aussi un peu la noradrénaline, ce qui redynamise les patients, mais la prise en charge devrait aussi, et là il faudrait qu'il y ait des études médicales sérieuses faites sur le sujet, la prise en charge devrait aussi s'intéresser à cette question de la dopamine, qui est le neurotransmetteur de l'attention, de la concentration, de la motivation et de la capacité à réfléchir. Voilà. Ça, c'est pour le paradoxe médical. On a également un paradoxe sociétal, qui est que la loi nous dit qu'il y a un droit à la déconnexion, et on pourrait aller plus loin. Ce n'est pas un droit à la déconnexion, c'est un devoir de déconnexion. Et on a vu avec le télétravail toute la difficulté que l'on a quand on travaille de chez soi, de fermer l'ordinateur à 18h, par exemple, et de ne pas le rouvrir dans la soirée. Parce qu'il est à côté, peut-être qu'on a travaillé dans le salon, qu'on passe la soirée dans le salon, et que c'est quand même très facile de le rouvrir. Alors, le télétravail n'est pas une nouveauté du tout, hein. On en parle beaucoup depuis 1 an et demi avec cette pandémie. On fait comme si on découvrait le télétravail, ce n'est pas du tout le cas.
Le télétravail, lui, est pratiqué depuis plus de 150 ans par un corps de métier que tout le monde connaît, qui est les enseignants. En fait, un enseignant, lui, par exemple, prenons au collège, doit faire 16 ou 18 heures d'enseignement devant des élèves, et puis il a le même temps de travail en préparation de ses cours et en correction de copies. Et ce qu'on observe, quiconque connaît un enseignant, c'est bien que les enseignants ne travaillent pas du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures ou 18 heures, mais qui travaillent le soir après dîner, qui travaillent le samedi, qui travaillent le dimanche, qui travaillent les jours fériés, qui travaillent pendant les vacances. Et donc, c'est un télétravail qui n'est pas encadré, un télétravail sauvage. Si une entreprise laissait ses employés travailler le soir après 20 heures, en télétravail, travailler le samedi, travailler le dimanche, eh bien, elle serait tout de suite au prud'homme. Et les salariés auraient raison. Et l'entreprise perdrait. La fonction publique, c'est différent. Il y a des tolérances qui n'existent pas dans le secteur privé. Alors, cette déconnexion que l'on impose au secteur privé, eh bien, cette déconnexion au travail, elle, est paradoxale parce que toute la construction du travailleur va à l'opposé de cette déconnexion. C'est-à-dire que travailler, c'est pas avoir un emploi qui amène une rémunération. Il y a des gens qui arrivent à la retraite et qui continuent le même type d'activité, mais en étant bénévoles dans des associations, par exemple. Et donc, ils continuent de travailler, c'est-à-dire de produire un effort, de produire quelque chose sans être rémunérés. Le travail, lui, il existe depuis la plus tendre enfance. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui fait des mathématiques appliquées à la finance à l'âge de 30 ans, c'est-à-dire qui résout des problèmes, qui réfléchit, qui fait des calculs, avec quelqu'un qui fait des mathématiques appliquées à la finance, mais dans le cadre des études à l'âge de 20 ans, ou un adolescent de 13 ans, classe de 4e, qui fait des mathématiques aussi, c'est-à-dire qui résout des problèmes, qui réfléchit, qui fait des calculs, donc la même chose, ou encore un enfant de CP qui, en classe de CP, fait des mathématiques, qui résout des problèmes, à son niveau, certes, mais il résout des problèmes, et qui fait des calculs et qui réfléchit. Dans tous les cas, eh bien, les personnes sont en situation de travailler, c'est-à-dire de réfléchir, de résoudre des problèmes, de fournir un effort. D'ailleurs, quand on va chercher notre enfant à la sortie du CP, on ne lui dit pas « mon chéri, ma chérie, est-ce que tu t'es bien amusé aujourd'hui ?» On ne lui dit pas ça, on lui dit « mon chéri, ma chérie, est-ce que tu as bien travaillé à l'école ?» et on rajoute peut-être « est-ce que tu as bien écouté la maîtresse? Est-ce que tu as bien fait tout ce que la maîtresse te demandait ?» C'est-à-dire son N+1, en quelque sorte. Et donc, la question du travail, elle est là dès la plus petite enfance. Et à l'école, le mot d'ordre, c'est de travailler tout le temps. C'est-à-dire que si vous avez un adolescent qui est au collège ou au lycée, si votre enfant rentre du collège ou du lycée et qui vous dit tous les soirs « papa, maman, je n'ai rien à faire, je n'ai pas de leçon à faire ce soir », vous allez avoir un doute. C'est-à-dire c'est pas normal, il me cache quelque chose. Si tous les week-ends, il vous dit « j'ai rien à faire pour le lundi », c'est pareil. Si votre enfant au lycée vous dit ça, vous allez vous dire « les profs sont pas bons ». Il y a un problème dans ce lycée. En théorie, mon enfant devrait avoir des leçons à faire le soir, il devrait avoir des leçons le week-end et pendant les vacances, il faudrait lui donner du travail. Et donc, on a cette culture du travail dès l'école où on nous enseigne, on nous transmet comme valeur que le travail, finalement, c'est sur le temps de travail à l'école, mais c'est aussi le soir à la maison, c'est aussi le samedi, le dimanche, c'est aussi pendant les vacances. Et d'ailleurs, c'est tellement pendant les vacances, quand même, la vacance, le fait d'être dans une situation de vacances, hein, c'est-à-dire c'est vacant, eh bien, théoriquement, c'est fait pour se reposer. Hein. Eh bien, les enfants, on leur achète des cahiers de vacances, des devoirs de vacances. C'est-à-dire que même pendant les vacances d'été, on leur dit non, 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 il ne faut pas te reposer, il va falloir que tu continues de travailler pour préparer la rentrée. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on grandit toutes et tous, où pour être un bon élève, il ne suffit pas d'avoir des bons résultats, il faut justifier d'un bon investissement. C'est-à-dire que vous prenez un élève de 4e ou de 5e qui a 12 de moyenne, mais qui travaille 2 heures tous les soirs, eh bien, il sera beaucoup plus valorisé qu'un élève qui a 16 de moyenne, mais qui n'en fiche pas une. Voilà. Et ce n'est pas le résultat qui est valorisé, c'est le temps de travail, c'est le côté laborieux, l'effort fourni. Et si on regarde ce qui se passe chez un cadre, si vous avez un collaborateur ou une collaboratrice qui quitte le travail à 17 heures, eh bien, en France, on va plutôt le regarder d'un œil un peu sombre.
On va se dire c'est quelqu'un qui travaille pas assez, qui fait pas tout ce qu'elle devrait faire. S'il sort à 19 heures, on est plutôt satisfait, on dit voilà, quelqu'un d'investi. Or, il suffit de passer les frontières. Vous allez au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, vous allez au Québec, vous allez dans d'autres pays non francophones. Eh bien, c'est le fait de rester jusqu'à 19 heures qui est mal vu. Parce que, effectivement, on considère que vous avez un temps de travail et que, au-delà de ce temps de travail, ça n'est pas sérieux de rester à travailler. Voilà, et ça n'est pas valorisé. Donc, on a cette construction sociétale du rapport au travail qui est plutôt vers une charge de travail élevée, avec une charge mentale qui ne baisse pas, c'est-à-dire je travaille dans la journée, mais je travaille le soir, mais je travaille le samedi, mais je travaille le dimanche, mais je travaille pendant les vacances, et qui fait que on crée un rapport au travail qui va être propice à un éventuel épuisement professionnel plus tard, à l'âge adulte. Je veux bien que tu avances à la diapositive suivante. On a également un paradoxe sociologique, qui est que souvent, quand on pense burn-out, on a plutôt tendance à penser aux hommes, alors que ce sont les femmes qui sont le plus touchées, d'après mon enquête, et d'autres enquêtes également, par le burn-out. Et en fait, les hommes ont généralement plus accès à des postes à responsabilité et de pouvoir que les femmes. Et évidemment, ces postes-là sont verrouillés par les hommes. Et il y a là une discrimination contre laquelle il faut absolument lutter et continuer de lutter. Mais les femmes, la plupart du temps, les enquêtes le montrent aussi, elles cumulent une double journée entre la journée de travail qu'elles font et puis la journée à la maison. C'est-à-dire que si votre enfant est malade à l'école, qui on appelle en premier? Ce n'est pas le père qu'on appelle, c'est la mère qu'on appelle. C'est madame qu'on va appeler, parce que madame travaille, mais monsieur, on ne peut pas le déranger. Voilà. Il y a encore ce rapport-là où finalement, c'est plutôt la maman qu'on va appeler, la femme va être sollicitée plutôt que l'homme. Et donc, les femmes cumulent une double journée et c'est encore pire dans les situations de familles séparées où les conjoints n'habitent plus ensemble. La majeure partie des cas, ce sont les mères qui ont les enfants à charge, plus que les pères. Et donc, elles doivent à la fois cumuler la journée de travail plus la journée domestique, mais en plus gérer tout ce qui est de la vie des enfants, c'est-à-dire les rendez-vous médicaux, peut-être prendre du temps sur le travail pour y aller, les réunions avec l'école, les activités de loisirs. Et donc, il y a une charge mentale et une charge de temps réelle qui est nettement supérieure chez les femmes que chez les hommes. Face à la question de ce contrôle des postes à responsabilité par les hommes, ce machisme-là, eh bien, les femmes vont avoir tendance à se surinvestir. Surinvestir parce que dès le début, elles intègrent dès peut-être l'enfance que parce qu'elles sont femmes, il va falloir qu'elles fassent plus leurs preuves que les hommes, ce qui est totalement injuste. Et elles vont avoir tendance à se surinvestir et dans l'enquête, eh bien, les femmes en épuisement professionnel, un bon nombre d'entre elles étaient des femmes qui avaient mis de côté leur vie de famille. C'est-à-dire, soit elles n'avaient pas fait d'enfants, encore en espérant pouvoir gravir les échelons dans l'entreprise où elles étaient, soit elles n'étaient carrément pas en couple et elles restaient célibataires pour pouvoir s'investir pleinement dans le travail. Or, il y a cet effet de plafond de verre qui bloque les femmes dans leur progression de carrière et qui, lorsqu'elles arrivent à la quarantaine, et c'est vraiment ce qui se dégageait dans l'enquête, lorsqu'elles arrivent à la quarantaine, qu'elles constatent qu'elles n'obtiennent pas les postes qu'elles devraient avoir, alors que leurs collègues hommes, dans les mêmes situations, avec moins d'expérience, moins d'ancienneté, accèdent à ces postes-là, et qu'elles ont à côté sacrifié leur vie personnelle de femme sentimentale et puis de famille, eh bien, il y a un effondrement qui peut arriver et qui est assez fréquent et qui amène justement cet épuisement. Parce qu'il y a un sacrifice majeur personnel, sentimental, familial qui est fait au profit d'une carrière qui est quand même bloquée parce que l'entreprise n'est pas encore à parité. Je voudrais vraiment attirer votre attention sur ça. Il y a une avocate qui avait témoigné sur les réseaux professionnels, puis je crois aussi qui en avait parlé ailleurs, une avocate qui avait été mieux classée que son collègue au concours, qui avait été embauchée avant son collègue homme dans le cabinet d'avocat. Elle était salariée, son collègue était salarié,
et elle a constaté, au bout de plusieurs années de travail dans ce cabinet, que son collègue homme, moins bien classé, moins d'ancienneté, eh bien, gagnait 1 000 € de plus par mois qu'elle. Voilà. Et on est encore face à des entreprises qui agissent comme ça. Et donc ça, c'est le paradoxe sociologique, qui est que le burn-out, on pense les hommes surcharge de travail, or ce sont plutôt les femmes qui ont ces situations de burn-out. Et dans les enquêtes que j'ai faites, eh bien, on est plutôt à 80% de femmes en burn-out contre 20% d'hommes. Est-ce que tu veux bien avancer à la suivante? Alors oui, voilà. Donc c'était malheureusement il y a un doublon sur cet élément-là, donc sur ce paradoxe sociologique. Alors le burn-out, finalement, c'est une maladie professionnelle qui n'est pas encore reconnue comme telle dans les tableaux, mais qui peut l'être en passant par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il faut absolument voir le médecin du travail dès le début de l'arrêt de travail et non pas à la fin de l'arrêt de travail pour la reprise. Il faut le voir dès le début. Il faut qu'il y ait une prise en charge psychologique, du repos, une bonne prise en charge médicale. L'idéal, c'est aussi peut-être d'avoir le conseil d'un avocat spécialisé en droit du travail, non pas forcément pour poursuivre l'employeur, c'est pas forcément ça, pas forcément d'aller au contentieux, mais pour accompagner la personne en épuisement, pour pouvoir la guider sur les démarches à faire. Et ça, c'est important d'être bien accompagné. Voilà. La présentation brève du livre, hein, le livre développe beaucoup plus ces éléments-là, évidemment propose d'autres paradoxes hein, que j'ai mis en avant, mais ça je vous laisserai les découvrir dans l'ouvrage. Je vous propose maintenant un moment d'échange, de discussion avec vous, soit de témoignages, soit de questions. Moi, j'ai une petite question. Oui. En fait, tu dis dans le passé, effectivement, les gens travaillaient beaucoup plus et il n'y avait pas de burn-out, mais il n'y avait pas de mesure non plus, hein. Donc, je pense que le burn-out, c'est un terme qui est apparu il y a relativement peu de temps et c'est un concept qui, je pense, est assez nouveau. On peut difficilement parler de burn-out au XIXe siècle dans la mesure où rien n'était mesuré et que le concept n'existait pas. Oui, alors le terme n'existait pas, tu as raison sur cet aspect-là. Cela dit, quand on discute avec des gens qui ont 80 ans, 90 ans, ils disent qu'au début de leur carrière, il n'y avait pas de gens qui étaient en arrêt de travail comme ça pour épuisement. Ça ne se voyait pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un autre paradoxe qui est développé dans le livre, c'est que les lois de protection sociale que l'on a en France, hein, la France est un État-providence extrêmement développé. Quelqu'un en France, un travailleur en France peut avoir 2 ans d'arrêt maladie avec une indemnité proche de son salaire. Il peut avoir 2 ans d'indemnité chômage quand il a quitté l'entreprise. On a des filets de protection qui sont très importants et qui sont nécessaires, qui sont utiles. Cependant, quand on regarde les pays francophones, et j'ai choisi les pays francophones parce que la plupart des pays francophones ont un droit du travail qui est décalqué du droit du travail français ou du belge en ce qui concerne l'Afrique. Mais quand on va au Québec, par exemple, si vous voulez, au Québec, l'indemnité chômage, c'est moins d'1 an. Et le taux varie en fonction du taux de chômage dans la région où vous êtes. Quand vous allez au Maroc, c'est 6 mois. Quand vous êtes au Sénégal, c'est 0. Quand vous n'avez pas dans votre pays d'indemnité pour l'assurance maladie, que vous n'avez pas d'indemnité pour l'assurance chômage, le rapport que l'on a au travail n'est pas le même que dans un pays où on peut être 2 ans en arrêt de travail et avoir une indemnité. Parce que les signaux d'alerte, ils s'allument beaucoup plus vite quand vous n'avez pas d'indemnité. Parce que vous savez que si vous êtes épuisé à ce moment-là, eh bien, vous n'aurez aucun filet de protection. Et donc, il ne faut pas aller jusque-là. Et donc, les signaux s'allument beaucoup plus tôt. Et on voit justement ces différences-là culturelles, alors que le Code du travail est calqué sur le Code du travail français, mais les protections sociales ne sont pas les mêmes, la sécurité sociale n'est pas la même, et donc on voit ces différences-là. Donc, le burn-out, oui, n'existait pas au 19e, même il y a encore 70 ans, le terme n'était pas construit. Par contre, les conditions d'emploi faisaient que les personnes ne s'épuisaient pas comme ça. Et il y avait d'autres possibilités, d'autres ressources. Dans les années 70, on quittait son emploi, on trouvait un autre emploi dans la semaine. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a des secteurs sous tension où effectivement on quitte son emploi et on en retrouve un dans la semaine, mais ce n'est pas tous les secteurs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Gareth, qui est à l'écran, est-ce que tu as une remarque à faire? Pourquoi donc? Je ne sais pas. J'ai vu que tu avais activé la caméra. Ah oui, non, c'était pour, revenir dans la discussion, et D'accord. et être, autrement, un peu plus visible que par des écrans noirs, c'est plus convivial. Non, Oui, tout à peut-être fait. tu dis ça parce que j'ai dit que j'ai fait un burn-out, Non, pas nécessairement. Non, 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 du fait que tu avais activé la caméra. non, c'était pour, qu'on voit ma tête. Sur les témoignages. Oui, c'est rétabli. Et ça va mieux. Ça va encore pour combien de temps? Bah, je sais pas, ça a commencé en retard. Maryse, Il est possible de désactiver les micros. je crois qu'on vous entend, Maryse. Voilà. Sur la question des témoignages, il y a un livre que je vous invite à lire qui est écrit par Xavier Ménard. Xavier Ménard est quelqu'un qui était responsable des ressources humaines dans un grand groupe français et qui a fait un burn-out. Est-ce que tu peux désactiver le micro? C'est bon, c'est fait. Ouais, ok, merci. Et donc, Xavier, RRH dans un grand groupe français, a fait un burn-out, 13 mois d'arrêt de travail quand même, avec une reprise à mi-temps thérapeutique, hein, comme ça se fait habituellement. Il a écrit un livre sur ça, sur comment le burn-out s'est construit dans sa vie professionnelle et comment ça s'est déclenché. Et son livre est intéressant parce qu'il s'appelle, alors en dehors du témoignage, le titre, ça s'appelle Burning Out. Et on parle souvent du burn-out quand on est épuisé. Et Xavier, lui, il parle aussi de la phase d'épuisement, la phase où on est en train de s'épuiser, la phase où la fatigue augmente, et où on n'est pas soit sensible aux signaux d'alerte que l'on a, soit parce que finalement on est né dans le guidon et on ne les voit pas, soit parce qu'on ne les connaît pas. Et les appels du corps, qui sont les troubles du sommeil, les troubles alimentaires, les troubles musculo-squelettiques, etc., les troubles de l'humeur, l'irritabilité qui arrive, etc., finalement ne sont pas pris comme signe d'alerte d'une fatigue qui devient au-delà du raisonnable et qui expose au risque élevé, critique de l'épuisement. Et je vous invite à lire son livre, Burning Out, de Xavier. Vous le trouvez en librairie ou sur les plateformes. C'était justement une question que je voulais te poser. C'était les signaux pour la personne qui est concernée, mais également pour son entourage. Alors, toute la difficulté, c'est que les signaux existent. Faut-il les connaître et ne pas être dans le déni. Et dans la phase de burning out, c'est-à-dire dans la phase où on va être en grande fatigue, la plupart du temps, les salariés sont dans une charge de travail très élevée qu'ils compensent par une consommation de stimulants. Alors, la plupart ne prennent pas de la cocaïne, hein, évidemment, mais ils prennent de la caféine, ils prennent de la nicotine, qui sont des drogues, hein, qui agissent sur le cerveau, qui modifient et qui activent, qui agissent sur le circuit de la dopamine. Et ce circuit de la dopamine, lui, stimule l'attention, la concentration, et donc il compense la fatigue par la consommation de ces stimulants, typiquement le tabac, le café qui augmente, et puis le soir, peut-être l'alcool, qui lui est sédatif, qui agit sur d'autres neurotransmetteurs également. L'alcool qui vient avoir un effet relaxant à petite dose. Alors, l'alcool à forte dose, ça devient dépressiogène. Voilà, donc c'est tous les pièges. Et puis, comme pour le café, comme pour le tabac, comme pour l'alcool, il y a un effet de tolérance, c'est-à-dire que la dose prise ne fait plus suffisamment effet. Il va falloir augmenter la dose pour retrouver le même effet. C'est ce qui fait qu'on a des consommations qui augmentent et des addictions qui se mettent en place avec des syndromes de sevrage pour l'alcool, mais aussi pour le tabac. Quelqu'un qui arrête de fumer la plupart du temps ressent des syndromes de sevrage, et pour le café aussi. Quelqu'un qui boit 1 litre, 1,5 litre de café par jour, qui arrête brutalement le café, peut présenter des syndromes de sevrage physique. Ça se manifeste physiquement, le manque, parce que ça agit sur les récepteurs à dopamine dans le cerveau. Et donc, ces signes-là, ces signes précurseurs, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire l'apparition de troubles musculo-squelettiques, hein, des lombalgies chroniques, le mal de dos, des douleurs, il peut y avoir des maux de tête, il peut y avoir une fatigue, il peut y avoir un changement d'humeur, de l'irritabilité. Il y a tous ces éléments-là, une fatigue cognitive, hein, le fait d'avoir un peu plus de mal à se concentrer, un peu plus de mal à travailler, donc rajouter du temps de travail pour compenser. Voilà, rajouter du temps de travail pour compenser ça. Et donc ça, ce sont des signes. La difficulté, c'est que quand vous avez un collaborateur, et
Et mardi, je faisais une formation pour des directeurs régionaux sur les risques psychosociaux. On parlait du burn-out et il y avait une directrice qui disait que sa collaboratrice a fait un burn-out. Et en fait, la veille, elle travaillait comme tous les autres jours. Et le lendemain, elle était incapable de travailler et elle a passé, là actuellement, elle est à 6 mois d'arrêt de travail. Mais la veille, tout semblait aller bien. Alors tout semblait, évidemment, ça n'allait pas bien. Mais l'image que les autres en avaient et puis la perception qu'elle-même en avait était que ça allait bien. Donc les signaux, on les a. Il y a, dans mon enquête, il y a des managers, des RRH, des DRH, des chefs d'entreprise qui m'ont expliqué qu'ils voyaient bien qu'ils avaient des collaborateurs ou des collaboratrices qui s'épuisaient et qu'ils allaient vraiment se mettre en difficulté et qui craignaient le pire et ils n'arrivaient pas à les freiner. Parce qu'il y a cette valeur travail, cet engagement au travail qui fait que finalement, si on dit à son manager, bah, écoute, là je fatigue, la charge de travail est élevée, je vais ralentir un peu, on a peur que ça soit mal vu. Et que cette prévention de la santé au travail, finalement, on dit il faut la faire. L'article du Code du travail, le 41-21, nous dit il faut le faire, mais c'est pas si bien vu que ça si on le fait. Et puis, l'article 41-22 nous dit les salariés doivent eux-mêmes le faire, mais s'ils le font, eh bien, ils s'exposent à une mauvaise compréhension peut-être ou une incompréhension du management qui va dire écoute, non, parce que tu vois, ton collègue, eh bien, il fait le même boulot que toi et lui, il ne s'épuise pas, donc c'est un problème d'organisation. Or, on est différent face au travail, des charges mentales différentes, et le Code du travail encore nous dit qu'on doit adapter le travail à l'humain et non l'humain au travail. Donc, c'est bien au rôle du management d'être attentif auprès des collaborateurs et de voir si la quantité de travail, si la charge de travail correspond à ce que les collaborateurs peuvent assurer ou si ça va au-delà. Et si ça va au-delà, il faut réguler ça de manière à préserver la santé. Et dans une entreprise, quelqu'un qui en arrête de travail pendant 1 an, évidemment, c'est dramatique pour la personne, c'est dramatique aussi pour l'entreprise. Ça coûte en argent, ça va surcharger le reste des équipes, ça coûte aussi au niveau quand même de l'image, la marque employeur, qui veut aller travailler dans une entreprise qui laisse ses salariés aller en burn-out. Donc, c'est néfaste pour tout le monde. Et pour les salariés, évidemment, et pour les collègues, les équipes, et pour l'entreprise. Oui, mais Sébastien, tu disais toi-même, en citant un exemple d'une entreprise de 10 personnes qui passe 35 heures, qui perd un équivalent temps plein, mais sans récupérer 10% de chiffre d'affaires et d'activité en plus. Bon, moi, j'ai été directeur d'une petite entreprise où on était 5. Bon, je suis arrivé, les 35 heures étaient déjà en place, donc je n'ai pas eu à gérer ça. Mais on peut comprendre que la personne qui est manager d'une équipe de 10 personnes a un problème, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas forcément diminuer l'activité de ses collaborateurs et elle a une contrainte qui est d'arriver à compenser une baisse de 10% de productivité. Donc, comment il fait? Tu as tout à fait raison. En fait, c'est tout le paradoxe. Et là, on voit déjà avec les précédentes élections présidentielles et les prochaines, où on voit des candidats qui nous disent non, on ne va pas travailler 35, mais 32, 30 heures par semaine. Mais les entreprises ne vont pas pouvoir embaucher en conséquence. Ce n'est pas possible. Ça ne génère pas de chiffre d'affaires supplémentaire de passer de 39 à 35 heures. Et ça ne génère pas de chiffre supplémentaire de passer de 35 à 32 ou 30 heures. Ce n'est pas vrai. Donc, les entreprises ne peuvent pas embaucher. Donc, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'on a un droit du travail qui se veut de plus en plus, non pas protecteur, mais bienveillant pour les salariés en réduisant le temps de travail. Et l'effet produit, c'est le contraire. C'est que ça augmente la charge et que ça les épuise encore plus. Oui, Emmanuel. Pardon, alors toutes mes excuses, je suis arrivé plus tard que prévu, donc je ne vais pas poser de questions sur ce que je n'ai pas entendu. Il faut rester pour toi. Est-ce que par rapport au burn-out, moi je compare toujours ça à un tableau de bord de voiture où les gens, dès qu'ils ont un voyant rouge, ils vont chez le garagiste. Par contre, quand c'est leur voyant à eux, bizarrement, j'en ai plein le dos. Oui, bah, c'est pas, quand je ne fais pas de sport, je ne peux pas en avoir plein le dos. Tout ce que vous avez expliqué. Est-ce qu'il y a des pistes aujourd'hui dans le domaine scolaire d'avoir une attention jeune à tous les travers qu'on va rencontrer après quand on travaille 1 heure, 2 heures, 30 heures par semaine, 40 heures par semaine? Ou est-ce que pour l'instant, c'est encore vraiment embryonnaire en termes de prise de conscience? Non, c'est même pas embryonnaire. Là, on est au stade où les 2 gamètes ne se sont pas encore rencontrés, hein, là, concrètement. C'est-à-dire que l'éducation nationale porte encore ses valeurs. Vous savez, le travail des enfants le travail dans les manufactures, dans les usines, le travail des enfants a été interdit au milieu du 19e siècle.
On a eu des lois qui ont d'abord réduit le temps de travail, puis qui l'ont interdit et qui ont par contre rendu l'école obligatoire. Donc, on a remplacé un travail de manufacture ou d'usine pour les enfants par un travail intellectuel pour se construire en tant que citoyen. C'est une bonne chose. Mais derrière ça, il y a le fait que être un bon enseignant, c'est faire des cours et donner du travail à faire. Être une bonne école, c'est une école qui va préparer au mieux les examens. Or, il y a une surenchère comme ça qui fait qu'on en rajoute toujours plus et toujours plus du même. Et donc, l'éducation scolaire des enfants, dès la maternelle quasiment, mais dès la primaire, c'est certain, c'est objectif ça, on a une valorisation du temps de travail et de l'investissement, et non pas une régulation de l'articulation vie professionnelle, vie de travail, vie personnelle. Et cette prise de conscience, elle n'est pas encore faite dans l'éducation nationale, qui serait de dire, alors qu'en fait, théoriquement, il n'y a pas de devoir à faire à la maison. Hein, théoriquement, on n'a pas le droit, mais dans les faits, ça se fait. Et la prise de conscience n'est pas encore faite. Le fait de se dire, la manière que l'on a de construire des enfants, des adolescents, dans leur rapport au travail, eh bien, doit amener ces personnes-là à pouvoir se protéger en tant que salariés. Voilà. Et ça, cette rencontre-là n'est pas encore faite. On travaille de façon, enfin, cette question est abordée de façon totalement dissociée. Ça paraît tout à fait normal qu'un lycéen bosse jusqu'à 23 heures tous les soirs en terminale, qui bosse le samedi, qui bosse le dimanche, et pendant les vacances scolaires, et dès qu'il a obtenu son job, c'est plus du tout normal. Voilà, on crie scandale. Donc, vous voyez, il y a comme ça un paradoxe sociétal qui est énorme. Et il faudrait que le lien soit fait entre, effectivement, ce qu'on demande aux gens qui travaillent, aux travailleurs, avec le droit à la déconnexion, même cette obligation de déconnexion, et ce qui se passe à l'école. Moi, j'avais vu, en décembre dernier, j'ai vu une lycéenne de classe de première. Elle allait au lycée, elle avait un peu de temps de transport le matin et le soir, et dans la semaine, on avait fait le compte, dans la semaine, elle faisait 35 heures de travail personnel. En fait, elle accumulait 2 temps pleins quasiment. Voilà. Et les profs étaient contents parce qu'elle avait 14 de moyenne générale. Mais qui peut être satisfait d'un élève qui a 14 de moyenne générale à ce prix-là? Mais personne. On ne peut pas être satisfait de ça. Donc, il n'y a pas pour l'instant de solution sur ça. De même que Jean-Pierre, le droit du travail va vers une réduction du temps de travail, ce qui augmente la charge de travail, et on n'a pas de solution sur ça. C'est comme ça serait comme un navire qui naviguerait sans personne à la barre, en fait. Il y a un mouvement qui est lancé, mais comment faire? Eh bien, il faudrait que le droit puisse intervenir, ou alors que les entreprises bénéficient d'aides pour pouvoir compenser. Mais effectivement, quand on parle d'une entreprise qui a 9 salariés, mais imaginez une PME qui a 37 salariés, c'est 3 temps pleins qu'elle perd. 3 temps pleins en passant des 39 aux 35 heures. Mais comment on fait pour pallier ça? Il faut que la productivité augmente en face si on veut embaucher. Ou alors, c'est la charge de travail qui augmente. C'est vraiment une aporie. C'est-à-dire qu'on est dans un mode de réflexion qui pose un problème logique auquel on n'a pas de solution. Et est-ce que, si on fait une étude comparative entre la France qui est passée aux 35 heures et les autres pays, je ne sais pas, l'Allemagne, l'Italie, est-ce qu'il y a un taux de burn-out supérieur chez nous par rapport aux autres? Alors, moi, je me suis intéressé aux pays francophones pour les 2 raisons, qui sont, première raison linguistique, c'est quand même beaucoup plus facile pour moi de discuter en français qu'en allemand ou qu'en italien. Et la deuxième raison, c'est qu'on a un droit du travail qui est à peu près similaire. Il est décalqué sur le français ou en Afrique, soit sur le français, soit sur le belge. En fait, c'est cette question du burn-out, si tu veux, quand tu as des cadres qui quittent le travail à 17h30 parce que c'est leur horaire de quitter le travail, eh bien, ils vont être beaucoup plus préservés que nos cadres français qui sont au forfait et qui, eux, vont quitter à 19h, 19h30, 20h. Hein, qui, quand même, au départ, si vous voulez, le forfait cadre français n'est pas du tout conforme au droit européen. Hein. Le droit européen ne comprend pas, c'est-à-dire il n'inclut pas le forfait français, le forfait cadre. Et voilà, ça ne va pas dedans. Voilà. Donc, la France est un cas particulier sur ça. Et donc, quand on passe les frontières, eh bien, quand il est 17h30, même si je suis cadre, eh bien, je quitte mon travail et je continuerai demain matin. Donc, il
il y a une préservation, une protection qui va être supérieure. Et c'est la question aussi du rapport au travail. Vous savez, les gens qui se disent, notamment les perfectionnistes, hein, c'est terrible les perfectionnistes, parce que quand on est perfectionniste, c'est jamais assez. Et donc, il y a toujours moyen de faire plus, mieux, mais des fois, la plus-value entre le bien fait et le très bien fait n'existe pas. Il y a une satisfaction personnelle, mais pas de plus-value. Oui, Emmanuel? Oui, moi, je fais souvent un parallèle entre le rapport au temps et ce que je pense que je vais mettre dedans. Quand je croise des artisans, je l'ai été précédemment, ils font tous 90 000 heures par semaine. Ils n'ont jamais le temps de rien, ils n'ont jamais machin. Et je leur dis, bah ouais, vous êtes artisan, pas commerçant. Bah, la différence. Bah, un magasin, il ouvre à 9 h, il ferme à 19 h. Donc, de toute façon, il n'a que ce timing-là pour faire ses ventes. Il peut bien rester après ouvert après 19 h jusqu'à 23 h. Il ne va rien rentrer, il n'aura personne, et ainsi de suite. Donc, à un moment, si vous ne plantez pas un minimum des bornes horaires, bah, vous aurez toujours l'impression, comme de toute façon, la montre ne va jamais s'arrêter, qu'il faudra en faire plus. Et à la fin, vous êtes cuit. Et voilà, moi, Alors, chez les artisans, il y a un problème supplémentaire à ça, effectivement, qui est qu'un certain nombre d'artisans étaient d'abord soit des ouvriers, soit des techniciens de bonne qualité, qui étaient des gens qui travaillaient bien. Et puis, ils se sont dit, tiens, je vais m'installer. Et ils s'installent. Et comme ils travaillent bien, ça se développe. Et donc, ils se mettent à embaucher. Mais il y a une grande différence à être un bon ouvrier, un bon artisan, un bon maçon, un bon électricien, un bon boulanger, etc. Et puis gérer une équipe, une entreprise. Ce n'est pas la même chose. Or, ils ne sont pas accompagnés sur ça ou pas assez accompagnés. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai vu, cette année, j'ai vu un chef d'entreprise comme ça, 4 salariés. Il a démarré tout seul dans le bâtiment. Et puis, ça a bien marché. Il a embauché 1, 2, 3, il arrive à 4 salariés. Et il faisait 80 heures par semaine. Il faisait 80 heures par semaine parce qu'en fait, il n'était pas formé en management, il n'était pas formé en communication, il avait des tarifs qui correspondaient à des tarifs qui étaient très bien quand il travaillait tout seul, mais qui n'étaient pas très bien du tout quand on doit gérer une équipe de 4 personnes en plus. Et donc, il a fallu qu'il fasse tout un travail de formation de chef d'entreprise, de management, pour pouvoir mieux organiser son entreprise, mieux la gérer, mieux facturer, de manière à pouvoir, lui, se dégager le temps pour devenir chef d'entreprise et pas être un artisan, un maçon qui, en plus, est manager, qui, en plus, est comptable, qui, en plus, est community manager, etc. Il a fallu qu'il se forme à ça et puis qu'il délègue des choses et qu'il réorganise le travail. Mais ça, il ne l'a fait que quand il s'est retrouvé à 80 heures par semaine et qu'au bout de plusieurs semaines, d'un mois et demi, 2 mois, il craque, et il se prend 3 jours de vacances au bord de la mer et il dort. Et puis il revient, il recommence. Et à un moment donné, il se dit, ça ne peut pas durer comme ça, il faut faire autre chose. Voilà. Et donc ça, on a ce problème-là, mais dans les entreprises, on a le même problème. Quand vous avez un très bon technicien et que vous voulez le valoriser, eh bien, la seule solution qui vous reste, à un moment donné, c'est de le faire devenir manager. Or, être très bon technicien et être manager, ce sont des compétences totalement différentes. Je ne peux que plus soir au propos. Nous, on forme des techniciens qui passent chef de chantier et on dit à leur patron, c'est pas parce que Roger il sait faire des ponts qu'il sait expliquer ce qu'il faut faire aux autres et puis organiser, structurer une équipe de 30, parler à l'architecte. C'est deux choses différentes. C'est la légitimité technique à faire le travail, mais si derrière on ne le dote pas, ben on arrive à des gens qui galèrent, qui tournent en rond, qui en plus doivent avoir tout d'un coup sous leurs ordres d'anciens collègues, des fois plus âgés, enfin voilà, tout ce qui vient se générer à cet endroit-là. Et pendant longtemps, moi je viens du TP, on faisait monter en grade les gens un peu à l'ancienne. Bon, oui, ben, ça fait 15 ans que tu es là, tu es bon, tu vas encadrer tout le monde. C'est pas le même taf. Et c'est là où on met les gens à leur niveau d'incompétence. Et au lieu de leur rendre service, on les met dans des difficultés humaines, relationnelles, avec du stress qu'ils ne gèrent pas. Tout le monde n'est pas fait pour gérer ce stress-là. Vous savez, quand je fais des formations pour les comités de direction, et les gens disent oui, mais enfin, le stress, les risques psychosociaux, on y est toujours. Et c'est vrai, ils y sont toujours. Mais ce sont des gens qui supportent bien ça. Et tout le monde ne supporte pas ce niveau-là. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités de résilience face au stress, à la pression et à la quantité de travail. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on est un très bon technicien, un très bon ouvrier, on va supporter le stress d'être chef d'équipe, chef d'entreprise, etc. Ce sont des choses très différentes. Et il ne faut pas mettre les gens à leur niveau d'incompétence et les exposer à des risques comme ça. Il faut les accompagner, les former et le faire avec eux. Il faut qu'ils puissent éventuellement expérimenter la fonction
et revenir en arrière si ça ne leur convient pas. Il y a des pays où ça se fait très bien. Il y a des entreprises en France où ça se fait. On expérimente sur quelques mois avec un accompagnement et on évalue. Ça te convient, ça ne te convient pas. Si ça te convient, on continue à te former. Si ça ne te convient pas de problème. Tu retournes là où ça te convient. Moi, j'ai une petite remarque à faire, ce n'est pas une question. Oui. Tout à l'heure, je t'ai interrogé sur les CEO. Et en fait, une fois par an, on a une obligation dans une entreprise de faire des entretiens annuels. Oui. Donc, on a des entretiens annuels qui portent sur des banalités, Oui. il faut le reconnaître. Ça a été complété par, je ne sais plus quoi, il y avait sur les perspectives professionnelles. Enfin bon, on a toute une batterie maintenant. Par contre, il n'y a rien sur la détection des risques psychosociaux, enfin, des risques Tout à fait. Oui. du burn-out, sur des questions sur l'augmentation de consommation. Est-ce que tu consommes combien de café par jour ou est-ce que tu as assez de temps pour exercer ton travail? Est-ce que tu penses que tu as assez de temps? Des choses comme ça, des questions qui permettent en fait d'allumer des clignotants et puis de permettre effectivement de détecter le risque. Parce que si d'une année sur l'autre, on se rend compte qu'il y a une consommation, si on est passé de tasses à 10 tasses de café par jour, ça peut être un peu intrusif comme question, mais ne serait-ce qu'une question toute bête sur est-ce que tu as assez de temps pour faire ton travail, là, je pense que dans le temps, on peut mesurer l'évolution et peut-être détecter un risque. Toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on perçoit les évaluations. Si vous voulez, est-ce que l'évaluation est faite pour noter et sanctionner ou pour accompagner et ajuster? Et c'est toute la question. Alors, selon les entreprises, eh bien, l'évaluation peut être plutôt pour noter et sanctionner que pour évaluer et ajuster la charge de travail, le type de travail, etc. Et il faut aller plutôt sur ça. Alors, ces indicateurs de santé, la consommation de tabac, la consommation de café, etc., le temps de sommeil, les éléments peut-être d'absentéisme, hein, tout ce qui est arrêt de travail d'une semaine, parce qu'on a mal au dos, parce qu'on est fatigué, etc., ce sont des éléments qui sont plutôt du côté médical. Et malheureusement, les médecins du travail ne peuvent pas aller explorer ça, sauf s'il y a une demande du salarié express ou de l'entreprise, mais l'entreprise passe bien longtemps après. Donc, il faudrait pouvoir qu'il y ait ces évaluations-là. Et alors, c'est à réfléchir effectivement. Comment faire? Gareth. Oui, non, c'est juste un petit retour d'expérience sur ma fin de carrière. J'avais expérimenté lors des entretiens justement annuels d'évaluation et de progrès, c'est comme ça qu'on les appelait. Un exercice tout simple, à partir de la fiche de poste, je demandais à mes collaborateurs d'estimer le temps de travail de chacune de leurs tâches. Donc, ils devaient donner un pourcentage, en fait. Je passe 20% à ça, je passe 40% à ça, etc. Donc, on refaisait déjà le lien avec le poste, parce que des fois, on s'aperçoit qu'on passait énormément de temps sur des tâches qui, en fait, n'étaient pas aussi importantes que cela. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin, quand on additionne les pourcentages exprimés, on arrive à 130%, 140%. Et là, on se repositionne et on dit, ben non, il faut que ça fasse 100%, parce que ton poste, c'est celui-là, et le temps qui est attribué, c'est celui-là. Donc, on avait essayé de faire ce travail-là sur plusieurs années, avec des questionnements aussi sur la façon dont les personnels vivaient leur bien-être et tout ça. Mais je trouvais que c'était intéressant on l'avait fait aussi au niveau des cadres, au comité de direction, d'estimer le temps qu'on passait sur chaque chose. Et puis, quand on additionne, forcément, personne n'était en dessous de 100%. Bien sûr. Voilà. Donc, c'était juste une petite réflexion qui me venait à l'esprit. Et est-ce que, si ça a été fait sur plusieurs années, est-ce que ça a permis de réguler les choses auprès des collaborateurs? Alors oui, alors malheureusement, expérimenté que dans mes établissements et pas au plan global. Mais en tout cas, sur ce que j'ai pu vivre avec mes collaborateurs, alors ils n'étaient pas beaucoup, hein, j'avais plusieurs établissements, mais des petites équipes de 10-15 personnes sur 8 établissements. On avait des retours assez intéressants. Mais il faut pour arriver à cela, il faut prendre soin qu'en début d'évaluation, on revienne sur l'évaluation de l'année précédente. Bien sûr. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens que de dire simplement comment tu trouves, comment cette année s'est passée là. Il faut qu'on ait aussi un regard un peu sur ce qui a été dit, noté l'année d'avant, et de voir si ça va mieux, et si ces pourcentages ont évolué, si le temps disponible a été meilleur, si les contraintes ont été levées. Enfin voilà. Mais en fait, le fait d'en parler simplement permet aussi de mettre des choses en place ensemble et de résoudre un certain nombre de problèmes et de s'auto-réguler. Voilà.
j'ai une autre anecdote là-dessus, hein, sur la gestion du temps de travail. Oui. On était en horaire contraint, il fallait faire le volume d'heures annuel et on ne payait pas d'heures supplémentaires. C'est la règle posée. Mais on avait des tableaux de régulation où on pouvait faire des heures en plus, des heures en moins selon les mois. Et la pratique dans l'entreprise était de contrôler ça. Le cadre devait contrôler que ces heures soient faites, qu'il ait bien fait chaque semaine, rempli son tableau et voir combien ça faisait. J'avais supprimé cela et j'avais laissé l'autonomie de la gestion des heures à mes collaborateurs. Et ils avaient en gestion autonome leur tableau à remplir tout seul. Et on m'avait dit, mais t'as pas peur que quand ils vont le remplir tout seuls, ils vont gruger, quoi, parce que personne ne les contrôle, ils vont mettre qu'ils ont fait 8 heures aujourd'hui alors qu'ils en ont fait 4. Je dis non, j'ai pas peur de ça, parce qu'ils ont aussi la liberté de remoduler quand ils ont un vendredi après-midi à prendre, parce que justement, un de leurs enfants est problématique, ils s'organisent. Ils devaient me donner un dispositif de remplacement qu'ils ont vu entre eux. Et à partir du moment où ils avaient réparti leurs tâches, ils pouvaient partir comme ils le voulaient. Je n'ai jamais refusé de signer une demande d'absence. Et d'ailleurs, en dessous d'une demi-journée, je n'en signais même pas. Et le phénomène, la première année, a fait que je me suis retrouvé avec des heures de dépassement à la fin de l'année, à la fin de la période. Et ça a été problématique parce qu'en fait, on s'est aperçu que les collaborateurs, quand il y avait un rendez-vous à 19 h alors qu'il finissait à 18 h, ils l'honoraient quand même. Ils ne disaient pas non, tant pis, je ne suis pas là. Par contre, ils avaient cette liberté de réguler leur temps de travail. Alors, avec des contraintes, hein, il y avait du négociable, du non négociable. Et il a fallu plusieurs années pour qu'ils régulent et qu'ils arrivent à 0 à la fin de l'année. Une fois que c'est en place, ça marche très, très bien. J'avais un contrôle trimestre parce que et ce contrôle me permettait juste de dire attention, les gars, vous êtes trop en positif, régulez, partez un vendredi, revenez un mardi. Voilà. Donc, c'était intéressant de travailler comme ça. Oui, tout à fait. Ouais, très bien. On est arrivé au terme, je maîtrise l'heure, on est arrivé au terme du webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on ne va pas te clôturer. Et puis, en conclusion, Sébastien, je te propose que le prochain webinaire, ce soit, maintenant que tu as fait la mesure et la mesure de la problématique, c'est que le prochain, ce soit les outils pour prévenir et réguler. Si tu veux. Non, mais ce que vient d'aborder Gareth, c'est effectivement intéressant, ça fait partie des outils. Je pense qu'il y a probablement des choses à voir. Après, bon, je ne mets pas beaucoup de pression, hein, mais je pense qu'il y a probablement des choses à voir dans la suite maintenant, dans la supervision, le contrôle et la suite. Emmanuel voulait poser une question ou réagir? Alors, une proposition. Si Sébastien est adepte des pâtisseries ou du café chaud, j'aurais plaisir à prendre rendez-vous pour se retrouver au Destin du Gourmand, parce que moi, je mets mon bureau là-bas, je trouve ça plus cool. D'accord. Pour poursuivre, parce qu'il y a énormément de choses qui font écho. Et, avec plaisir, si tu veux, oui. Et numéro de portable, j'ai déjà tout, donc j'envoie un SMS pour qu'on puisse le caler et puis voir ça de près. Avec plaisir. C'est cool, en tout cas. C'est bien quand le discours est aligné avec la couverture du livre. Non, mais... Bon, je vous souhaite une bonne journée. Je pense que normalement, on ne devrait pas avoir de webinaire pour le mois prochain. Décembre, ça va être un petit peu plus allégé. On a notre dernier déjeuner, dîner convivial vendredi soir. Et puis, pour ceux qui sont éventuellement intéressés, on a également un afterwork le 9 décembre chez Pôle emploi à la gare avec une présentation des aides de Pôle emploi, aides salariés en poche et aides aux entreprises. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, puis un bon week-end, un peu par anticipation, puisqu'on est encore jeudi. Oui, merci beaucoup pour cette invitation, Jean-Pierre. Au revoir. Au revoir.